Eh bien, merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux et à la fois, je ne peux pas le cacher, particulièrement honoré de pouvoir parler dans ce séminaire Spinoza qui a accueilli des intervenants tellement prestigieux en philosophie. Et je suis particulièrement heureux puisque, comme vous le rappeliez, Monsieur Ramon, nous nous connaissons maintenant depuis de très nombreuses années et nous partageons l'amour d'au moins trois auteurs, Spinoza, Derrida et Girard, que nous essayons parfois de faire converger, bien que ce ne soit pas toujours particulièrement facile. Alors effectivement, j'ai décidé aujourd'hui, de façon peut-être un petit peu surprenante pour des spinozistes professionnels, de parler de la rencontre, possible ou pas, entre la phénoménologie de la donation de Jean-Luc Marion et la philosophie de Spinoza. Et en réalité, il y a deux raisons, au moins, pour lesquelles j'aurais pu ne pas présenter ce thème-là. Une raison venant des spinozistes et une raison venant de Jean-Luc Marion lui-même. Dans un livre publié en 2019 qui s'appelle Sagesse ou Ignorance, Pierre Macheret rappelle à la page 57, je cite, « Il n'y a certainement chez Spinoza ni anthropologie du don, ni ontothéologie de la donation. » Par conséquent, le dialogue sur le don avec Jean-Luc Marion devrait être immédiatement impossible. Donc, du côté spinoziste, le dialogue pourrait sembler complètement fermé. Mais pire encore, du côté de Jean-Luc Marion, nous pourrions aussi croire que ce dialogue est par définition fermé, puisque dans un livre publié en 2021, qui s'appelle « À vrai dire », lorsque son interlocuteur lui demande ce qu'il pense de Spinoza, Jean-Luc Marion répond la chose suivante. C'est extrêmement court, ça fait 8 lignes, mais je ne résiste pas au plaisir de vous les lire. Donc c'est Jean-Luc Marion qui parle. Spinoza est adaptable à tout et compatible avec tous. Il est des spinozistes mystiques et des spinozistes matérialistes, marxistes et libéraux, psychanalystes et même cognitivistes. Chacun y met et y trouve ce qu'il veut. Mais les uns et les autres ont en commun, par définition, de se considérer heureux. C'est l'impératif qui les réunit et qui ne va pas sans quelque burlesque involontaire. De même, en dépit du tour mathématique qui lui imprime, la pensée de Spinoza n'est pas rigoureuse. Outre qu'elle dégage un profond ennui à la lecture, l'éthique qu'il annonce démontrer suivant l'ordre des géomètres ne démontre presque rien. Et sans doute est-ce la raison pour laquelle le spinozisme trouve un tel écho aujourd'hui. Il dispense de l'exigence conceptuelle. Donc, vous voyez que, aussi bien du côté des spinozistes que du côté de Jean-Luc Marion lui-même, nous pourrions croire que cette rencontre est absolument impossible. Mais en réalité, je vais essayer quand même de montrer que non seulement il y a un intérêt du point de vue de Jean-Luc Marion à lire Spinoza, mais que même dans les études spinozistes, il y aurait tout intérêt à aller lire la phénoménologie de la donation de Jean-Luc Marion, puisqu'elle nous permet d'éclairer probablement ce que donner veut dire dans la philosophie de Spinoza. Donc, commençons. Dans sa volonté de se frayer un chemin hors de la métaphysique, par une phénoménologie de la donation, Jean-Luc Marion a choisi Descartes comme pierre de fête. Celui-ci, en effet, aurait achevé la métaphysique. Mais il faut entendre toute la polyphonie du verbe « achever ». D'un côté, Descartes a parachevé la métaphysique en fixant nombre de ses enjeux et de ses concepts. De l'autre, il l'a achevé en ce sens qu'il nous a montré les lignes de fuite nous permettant d'en sortir, comme si sa fin était toujours déjà inscrite dans sa pleine réalisation. Dans ce choix résolument cartésien, Spinoza pourrait apparaître comme l'auteur ayant radicalisé prioritairement les thèses métaphysiques de Descartes, enfermant ainsi la modernité dans une ontothéologie dont Marion n'a de cesse de vouloir sortir.
Cette opposition à Spinoza est d'ailleurs explicite. Et nous la trouvons d'autant plus dans les textes dans lesquels Marion montre la complexité de la position cartésienne eu égard à l'histoire de la métaphysique contre la simplicité de Spinoza qui est toujours du côté de la métaphysique la plus classique, totalement ancrée dans un discours sur l'être. Il suffit pour constater cela de voir combien les textes rassemblés dans les questions cartésiennes et les questions cartésiennes 2 sont sévères à l'encontre de Spinoza. Des 50 mentions de Spinoza dont font état les index de ces 2 tomes, pas une ne présente Spinoza sous un jour favorable. Si l'on en croit Marion, Spinoza demeurerait prisonnier de la métaphysique dans sa constitution ontothéologique en ne pouvant s'arracher à la conceptualisation de Dieu, aux universités épistémologiques et ontologiques, ainsi qu'à l'obsession de la recherche de causes dont le paradigme est le recours à la causa sui qui ouvre l'éthique. Pourtant, l'opposition de Marion à Spinoza peut être tempérée pour 2 raisons au moins. D'abord, par les textes de Spinoza, qui laissent poindre la problématique du don en de nombreux endroits. Ainsi, par exemple, la méthode du traité de la réforme de l'entendement se doit de commencer par une idée vraie donnée, ad datae verae ideae normam. Deuxièmement, Marion lui-même, dans certains de ses textes les plus importants, se reconnaît une certaine proximité avec Spinoza. Nous lisons ainsi dans « Étant donné », à propos de Éthique 1.16, qu'il s'agit là, je cite, d'une définition presque correcte du phénomène saturé. Nous trouvons aussi dans De surcroît, à l'occasion d'une analyse du lien entre métaphysique et visibilité, une note de bas de page consacrée à Spinoza qui pourrait laisser entendre que Spinoza est en exception sur la métaphysique. Là où elle ne pense la cécité que comme privation seconde d'une norme première qui serait le voir, Spinoza, dans la lettre 21, présente la cécité de façon positive, sans avoir recours au concept de privation, mais à celui plus neutre de négation. Je cite, « On peut dire en somme qu'il y a privation quand un attribut que nous croyons appartenir à la nature de quelque objet est nié de cet objet même. Négation quand on nie d'un objet ce qui n'appartient pas à sa nature. » Enfin, Spinoza note le caractère contraignant de ce qui est donné, et donc, en un sens, son avènement et sa facticité. Même si Spinoza est un penseur de la causalité, elle est paradoxalement pensée à partir d'une donation qui ne présuppose pas de donateur en position de transcendance. À partir de la démonstration d'Éthique 3.1, Marion rappelle que, pour qu'une nécessité s'exerce, il faut d'abord que la donnée s'impose. Il y a ainsi dans le dépli de la nécessité spinoziste une certaine similitude avec le dépli de la donation que nous retrouvons aussi chez Marion. Au-delà d'une simple opposition, il y a donc entre Marion et Spinoza des rencontres et des dialogues. Et la mise au jour de ces relations, et plus précisément de la lecture marionienne de Spinoza, est féconde à plusieurs titres. Tout d'abord, elle doit nous permettre de réévaluer la place de Spinoza dans les textes de Marion, afin d'y contrebalancer la forte présence de l'influence cartésienne. Elle doit aussi nous aider indirectement à restituer Spinoza dans l'histoire de la métaphysique, en montrant qu'il peut être pensé comme un auteur anti-métaphysique, de par son utilisation du concept de don et de la place qu'il occupe dans sa propre philosophie. Enfin, la lecture marionienne de Spinoza nous permettra de montrer que nombre des thèses de Marion eu égard au phénomène saturé sont constituées et renforcées à partir de textes spinozistes. Ainsi, le rapprochement pourtant improbable entre ces deux auteurs questionne tout autant les interprétations traditionnelles de Spinoza que celles de Jean-Luc Marion. Nous pouvions nous attendre à ce que le rapport de Marion à Spinoza soit conflictuel et que ses lectures soient souvent critiques. Tout d'abord pour de simples raisons de fait
qui, bien que non suffisantes, n'en sont pas moins intéressantes. Marion n'a jamais fait mystère de sa foi catholique et de son attachement aux racines judaïques du christianisme. Or, malgré son attachement au Christ, dont Spinoza nous rappelle qu'il fut le plus grand des philosophes, le caractère immanent de son système philosophique a souvent déclenché la colère des chrétiens. Il nous suffit de rappeler le ton extrêmement sévère de la lettre 57 d'Albert Bourg, qui, venant de se convertir au catholicisme, informe Spinoza combien désormais il le plaint. Je cite : « Plus je vous ai admiré jadis pour la subtilité et la pénétration de votre esprit, plus maintenant je vous plains et déplore votre malheureux état. » Tout en profitant, au passage, de lui prodiguer quelques petits conseils. « Repentez-vous, philosophes, reconnaissez votre sage déraison et votre déraisonnable sagesse. D'orgueilleux, devenez humbles et vous serez guéris. Adorez le Christ dans la très sainte Trinité, afin qu'il daigne avoir pitié de votre misère et il vous accueillera. » De plus, les relations personnelles de Marion avec Lévinas et leur proximité intellectuelle revendiquée devraient faire de Spinoza un repoussoir philosophique, puisque selon Lévinas, il y a une trahison de Spinoza. Dans l'histoire des idées, il a subordonné la vérité du judaïsme à la révélation du Nouveau Testament. Loin donc de nous étonner, il y aurait quelque chose de tout à fait naturel à ce que Marion entretienne une relation conflictuelle avec les textes de Spinoza. Ce conflit de fait existe, et il ne s'agit pas ici de le minimiser. Il se manifeste sur de nombreux points doctrinaux. Marion reproche par exemple à Spinoza d'avoir fermé la possibilité de décrire l'altérité, en ne pensant l'autre que comme un simple objet d'une représentation, le soumettant à des conditions de possibilité nous fermant l'accès à sa donation radicale en tant qu'autre. Je cite Marion. « Une telle impossibilité se trouve aisément chez Spinoza, réduisant l'idée de l'autre à une modification seulement de ma propre idée de moi-même. Il lui reproche aussi d'être tombé dans la construction métaphysique d'un concept de Dieu, l'enfermant dans les limites toutes humaines de la conceptualisation et des frontières inévitables que nous impose tout concept. Cet enfermement dans la métaphysique la plus classique est d'ailleurs tellement fort que Marion va jusqu'à faire de Spinoza l'épigone de saint Thomas. Mais ces objections générales se précisent sur des points conceptuels clairement identifiables. Le premier point de conflit est, sans aucun doute, Dieu lui-même. Cela apparaît d'ailleurs dès 1977 dans L'idole et la distance, lorsque Marion met au jour la construction conceptuelle du Dieu de l'ontothéologie, afin de lui opposer, sur le terrain du connaître tout comme de l'être, le Dieu de la charité. Marion montre alors que la métaphysique a raté Dieu en lui substituant un simple concept, ou Dieu, c'est-à-dire un Dieu construit par l'homme, une simple idée conceptuelle. Or, afin de développer cette argumentation, c'est sur saint Thomas, mais aussi sur Spinoza, qu'il prend appui. Spinoza ne peut atteindre Dieu pour deux raisons au moins. Tout d'abord parce que, de fait, Dieu n'apparaît pour la première fois dans l'éthique qu'à l'occasion de la 6e définition de la première partie, et donc tardivement. Non seulement Dieu arrive en retard, mais en plus, ce retard est expliqué par la nécessité de poser d'abord les éléments conceptuels nécessaires à la construction de son concept. Comme l'a bien vu Guéroult, les 5 premières définitions de la première partie de l'éthique posent les éléments avec lesquels est construite par la suite la définition de Dieu. Dieu est donc bien construit par l'entendement humain à l'aide d'éléments qui sont eux-mêmes définis par un homme et donc encore à sa mesure.
Deuxièmement, la construction du Dieu conceptuel est aussi marquée par la forme de l'énonciation de la définition 6. Par Dieu, j'entends. Per Deum intelligo. Le Dieu dont il est question ici ne peut donc pas excéder ce que l'entendement humain peut contenir et concevoir. Or, c'est là l'erreur fondamentale de la métaphysique que dénonce Marion, celle d'avoir voulu enfermer Dieu dans une finitude conceptuelle humaine que pourtant il excède. Là donc où Spinoza enferme Dieu dans une idole conceptuelle, Marion souhaite lui ouvrir la possibilité de l'excès et de la démesure. Mais cette opposition première de Marion à Spinoza ne se limite pas seulement à Dieu, puisqu'elle s'étend même à son mode d'action. Le deuxième point qui ancre Spinoza, selon Marion, dans l'ontothéologie est sa recherche incessante des causes. Le spinozisme est sans aucun doute une philosophie des causes, contre les philosophies du sens. L'hyper-rationalisme de Spinoza, bien que posant une nécessité radicale, peut aussi être lu paradoxalement comme une philosophie de l'absurde, parce que les causes y jouent toujours contre le sens, qui se voit, lui, refoulé du côté de la superstition. En ce sens, on ne peut qu'être surpris de voir que le dictionnaire Spinoza publié par Charles Ramond contient bien une entrée absurde, ce qui est quand même surprenant dans la philosophie de Spinoza. Or, dans l'établissement des 4 caractéristiques qui déterminent pour Marion toute l'ontothéologie, la troisième est celle qui consiste à penser Dieu comme le principe causal de tous les étangs, et donc à le penser comme causa sui. La causa sui est la trace indéniable d'une conception ontothéologique de la métaphysique, et Spinoza ne semble pas pouvoir y échapper. Elle l'est d'autant plus qu'elle détermine aussi toute une conception de l'ego. Marion a montré qu'il y a chez Descartes 2 chemins de l'ontothéologie. Celui de la cogitatio, qui pose la primauté de l'ego, et celui de la causa, qui fait de l'ego un étant second par rapport à Dieu pensé comme causa sui. Il y aurait donc 2 protologies cartésiennes, selon que nous suivions l'ordo cognoscendi ou l'ordo essendi. Et lorsque Marion interroge le privilège de la formulation canonique de l'ego, du discours de la méthode et des principes de la philosophie, le ego cogito ergo sum, sur celle proprement cartésienne de la deuxième méditation ego sum, ego existo, c'est encore la causa sui qui asparaît. L'ego cogito ergo sum est, pour Marion, une formulation métaphysique parce qu'elle montre un passage de la pensée à l'être, mais surtout parce qu'en faisant de l'ego un principe, elle le pose comme principe autofondé, c'est-à-dire littéralement comme une causa sui selon l'ordre de la cogitatio. Au contraire, la formulation ego sum, ego existo ouvre l'ego à une altérité qui toujours déjà la précède et l'appelle. Là où la formulation canonique enferme l'ego dans un solipsisme métaphysique de la causa sui, la formulation des méditations l'arrache à ce solipsisme fondateur pour l'ouvrir à une altérité originaire. Lors, cette brèche porte la division de l'origine au cœur même de la métaphysique ontothéologique. Or, selon Marion, c'est précisément Spinoza qui a radicalisé la position cartésienne de la formulation canonique de l'ego, l'enfermant ce faisant dans une interprétation métaphysique. C'est lui, Spinoza donc, qui aurait fixé la forme métaphysique de la formulation de l'ego comme son interprétation privilégiée. Lorsque Spinoza pose que l'homme pense, il ne fait que condenser la formule canonique de l'ego cartésien en réunissant dans une formule courte les 3 termes fondamentaux de la démonstration cartésienne, ego, sum et cogitans. Nous retrouvons donc chez Spinoza, par sa quête incessante de l'ordre des causes, un profond attachement à la métaphysique qui le pousse à reprendre l'idée selon laquelle l'ego implique sum en tant qu'il implique cogitans. Après Dieu, c'est donc l'étiologie,
qui enfermerait maintenant Spinoza dans la métaphysique. Enfin, le dernier point qui découle de cette prégnance de la causalité et qui devrait mettre à distance Spinoza et Marion est la position de celui-là sur les miracles. Comme l'établit le traité théologico-politique, nous savons que Spinoza ne rejette pas la réalité des miracles, mais qu'il nie qu'ils se produisent contre l'ordre de la nature, c'est-à-dire contre le dépli de la nécessité divine, puisque par définition, rien n'arrive dans la nature qui soit contraire à ces lois universelles. Il n'est donc pas du tout impossible que quelqu'un ait pu marcher sur l'eau, ni même rendre la vue à des aveugles. De fait, des insectes marchent bien sur l'eau et nous pouvons techniquement rendre une partie de leur vue à des personnes souffrant de certains types de cécité. Quelqu'un donc qui, comme le Christ, aurait une connaissance totale des lois de la matière, pourrait probablement le faire. Spinoza ne rejette donc les miracles qu'en tant que nous entendons par miracle un événement qui brise les lois de la causalité efficiente universelle. Toutefois, comme personne ne dispose de la connaissance de la totalité des lois de la matière, nul ne peut dire a priori que les événements décrits dans les Écritures comme des miracles sont impossibles. D'ailleurs, lorsque dans la lettre 40, Spinoza évoque l'hypothèse d'une transmutation du plomb en or, il conteste une expérience précise qui devrait rendre possible cette transmutation, mais ne dit jamais que cela est a priori impossible. Et nous comprenons pourquoi. Cette transmutation, comme les miracles, peut être pensée comme un saut qualitatif mystique et religieux permettant de modifier la matière, mais elle peut tout aussi bien être perçue comme un travail quantitatif reposant sur une parfaite connaissance des lois de la matière au niveau de l'infiniment petit. Contre le mystère, donc, et contre l'effraction du miracle dans la continuité des lois de la nature, Spinoza le pense en pleine continuité avec celle-là, rejetant la sensation de rupture de l'ordre des choses du seul côté de l'ignorance du témoin de l'événement. Ce sont donc encore les causes et leur omniprésence qui sont au cœur de la déconstruction du miracle opéré par Spinoza. Et Marion ne manque pas de noter ce point en reliant encore une fois Spinoza à la métaphysique par son incapacité à penser des phénomènes qui échappent à la causalité efficiente. Reliant la métaphysique à la consolidation historique du principe de raison suffisante, Marion tisse un lien ténu entre l'affirmation de ce principe chez Spinoza et son refus du miracle entendu comme effraction dans le monde de la causalité efficiente. Il y a donc de nombreuses raisons qui, s'étendant de la substance au mode fini, légitiment une opposition entre Marion et Spinoza. Toutefois, nous pouvons déjà douter de sa radicalité par un fait que Marion ne signale pas assez. Chacun des points sur lesquels porte la critique de Spinoza nous ramène toujours au fait que, contrairement à Descartes, Spinoza se serait pleinement enfermé dans la métaphysique la plus classique, avec le principe de raison suffisante, l'univocité ontologique et épistémique, une omniprésence de la causalité et un concept de Dieu en droit pleinement transparent à l'entendement humain. Néanmoins, cet enfermement dans la métaphysique, pire encore dans la tradition ontothéologique, est tout à fait discutable. Parce que s'il y a un auteur pour lequel, par définition, il ne peut y avoir de ta métataphysica, c'est bien Spinoza. Dans un système pleinement immanent, tout ce qui est par définition dans les limites de la nature. Il faut donc complexifier les relations entre Marion et Spinoza en montrant que chronologiquement mais aussi thématiquement, ces relations ne se limitent pas à un simple rejet. Une lecture plus précise des textes de Spinoza peut montrer par exemple que le thème du don irradie les textes de Spinoza. Il apparaît en effet dès le troisième axiome de la première partie de l'éthique. Étant donné une cause déterminée, il en suit nécessairement un effet, et au contraire,
s'il n'y a aucune cause déterminée, il est impossible qu'un effet s'ensuive. Mais il apparaît surtout au cœur de la détermination de la méthode décrite dans le traité de la réforme de l'entendement, lorsque Spinoza fait de celle-là celle qui montre comment l'esprit doit être dirigé selon la norme de l'idée vraie donnée. L'idée vraie donnée a fait l'objet, dans les études spinozistes, de nombreuses interprétations, qui, de Brunswick jusqu'à Adrien Klajman, en passant par Guéroult ou même Coiré, ont discuté ce fameux caractère donné, et se sont même interrogés sur la nécessité de traduire l'expression ad datae, c'est-à-dire au fond sur l'importance du don de cette idée vraie. Coiré, par exemple, choisit de ne même pas traduire l'expression. Je cite, « La bonne méthode, par conséquent, sera celle qui montre comment il faut diriger l'esprit selon la norme d'une idée vraie. » Il s'en explique par le fait que l'idée vraie n'est pas proprement donnée à l'entendement, mais bien plutôt produite par celui-ci, et que le don ne provient que d'un problème de néerlandisme de Spinoza. Pour ce, il affirme que nous pouvons rendre une idée donnée par une idée qu'il y a, ou plus simplement ne pas traduire l'expression ad datae. Cette position est aussi bizarrement celle de Michel Bessade, je cite. « Par conséquent, ce sera une bonne méthode que celle qui montre comment l'esprit doit être dirigé selon la norme d'une idée vraie que nous avons. » Au contraire, Guéroult se prononce en faveur du maintien de l'idée vraie donnée, en arguant que si, comme le pense Coiré, le caractère donné de l'idée était secondaire et pouvait se traduire par un simple « il y a », le terme n'apparaîtrait pas aussi souvent dans le texte et disparaîtrait une fois cette première idée vraie posée. Or, de fait, Spinoza conserve ce caractère donné de l'idée tout au long du traité de la réforme de l'entendement. Preuve en est, pour Guéroult, que le caractère donné de cette idée est une de ses caractéristiques, tout autant que l'est sa véracité. Le problème de la donation se cristallise donc dans le statut de l'idée vraie donnée. Et c'est le don tel que le pense Marion qui nous permet de trancher le débat, en pointant le fait que les interprètes de Spinoza n'ont peut-être pas suffisamment questionné ce que « donner » veut dire. La majorité des interprètes de Spinoza qui refusent le caractère donné de cette fameuse idée vraie agissent de la sorte parce qu'ils pensent un donateur extérieur au don. Puisque l'idée vraie n'est pas reçue de l'extérieur par l'entendement, celle-ci ne pourrait être vraiment donnée, mais elle devrait être pensée à l'aune de la production. Comme le note Klajman, pour eux, le schéma impliquant un don, un donateur et un donataire est incompatible avec le mode de production de l'idée vraie. Une idée vraie n'est ni donnée à l'entendement, ni reçue par lui. Il rejette donc le don en se basant sur une certaine conception du don. Mais en mettant en cause la donation dans sa conception classique qui suppose un donateur en position d'extériorité, ceux qui nient l'importance de la donation de l'idée vraie ne mettent pas à mal la possibilité de penser le processus de donation comme une autodonation, en rapprochant cette fois la donation de la production par le concept d'autodonation. Ainsi, par exemple, Klajman peut-il défendre la nécessité de rendre le caractère donné de l'idée vraie à condition de comprendre le don comme un processus d'autoproduction. Reprenant les analyses de Marx, de Matron et même d'Althusser, il en arrive in fine à penser la donation de l'idée vraie comme un processus sans sujet, en opérant un déplacement constant du don à la production, puis de l'autoproduction à l'autodonation. Sur ce point, la position d'Adrien Klajman est donc claire. Elle consiste à conserver le caractère donné de l'idée vraie en faisant du don un processus d'autodonation.
Néanmoins, cette solution ne peut satisfaire la pensée du don, qui ne saurait être simplement un processus. Que nous pensions le don de façon inconditionnelle, comme nous l'allons voir avec Marion, ou que nous pensions le don comme un processus réciproque anthropologique, la mécanique que suppose un processus nie radicalement le don. Nous devons donc refuser à la fois l'effacement du don dans l'idée vraie donnée, mais aussi sa réduction à un simple processus mécanique. Or, c'est par la phénoménologie de la donation de Marion que cette double exigence devient possible. Deux points fondamentaux retiennent particulièrement l'attention dans les différentes interprétations que nous avons signalées. Tout d'abord, leur réticence à penser le don autrement que par les moyens de la transcendance, mais surtout le lien établi entre don, transcendance, origine et métaphysique. Si le don est pensé selon le modèle du donateur transcendant, celui-ci peut être à la fois un donateur extérieur et originaire, en ce que du haut de sa transcendance, il ouvre l'espace et le moment du don, d'où le recours au concept d'autodonation, afin d'essayer de se libérer d'un seul coup de la transcendance et de l'origine. Klajman précise d'ailleurs que son saut vers Althusser se justifie par le fait que l'autodonation permet de s'arracher à la métaphysique de l'origine, dont les commentateurs de Spinoza pensent un lien ténu avec la donation. Or, il n'est pas du tout sûr, de façon plus générale, que le don soit simplement un processus. Marion nous permet de questionner cette solution tout en maintenant la spécificité du don. De fait, l'objection de la transcendance du don a été faite très tôt à Marion, tout particulièrement par Dominique Janicot, qui l'accusa explicitement de tournant théologique de la phénoménologie. Puisque tous les phénomènes se donnent, et que être donné veut dire autre chose que être simplement là, il est tout naturel que l'on demandât à Marion qui les donne. Et puisque seul qui dispose de tout peut tout donner, il était bien normal que l'on soupçonnât Marion de vouloir réintroduire Dieu en philosophie. Or, Marion développe, dans sa réponse à Janicot, une triple réduction qui montre que le don peut se passer de donateur, de donataire et d'objet donné. Le don se passe de donateur transcendant parce que la présence d'un donateur annule paradoxalement le don, en le faisant entrer dans les cercles de la réciprocité. Ayant identifié le donateur, il nous faudrait lui rendre quelque chose. Comme nous le voyons dans le cas paradigmatique de l'héritage, c'est paradoxalement une des conditions de possibilité de la donation que le donateur manque. L'absence de donateur, sa mort donc, rend seul possible le don. Mais au-delà de ce cas tragique de la mort du donateur, parfois le donateur ignore ce qu'il donne et ignore même s'il donne. Le sportif, l'amant ou l'artiste ne savent jamais vraiment s'ils donnent ni combien ils le font. L'amant ne sait pas s'il donne du plaisir érotique, pas plus que l'artiste ne sait s'il donne du plaisir esthétique. Pourtant, cette ignorance de soi en tant que donateur n'élimine pas la possibilité qu'il y ait don. Ainsi, le don ne suppose en aucun cas la transcendance d'un donateur et ne peut être le simple signe de la métaphysique. Le don tel que l'envisage Marion nous permet de sortir de celle-là, non seulement parce qu'il ne présuppose pas de donateur et rompt ainsi avec la logique de la transcendance, mais en plus parce que, comme c'est le donataire qui détermine in fine la présence d'un don, il permet de rompre l'idée d'une origine pleine et première du don. L'interprétation de l'idée vraie donnée à l'aune de la donation, telle que Marion la pense, est la plus féconde parce qu'elle nous permet de rendre raison de façon précise d'un point important. La production, pas plus que l'autoproduction,
ne rendent totalement compte des rapports compliqués entre l'activité et la passivité de l'entendement chez Spinoza. Il y a certes chez Spinoza une activité de l'entendement. Et d'une façon générale, la philosophie de Spinoza est une philosophie de l'activité et de la positivité. Mais, comme l'avait bien vu Alquier, il y a un paradoxe de l'activité de l'entendement. Certes, nous pourrions opposer l'intellection chez Descartes et chez Spinoza à l'aide des concepts d'activité et de passivité. Néanmoins, l'activité de l'intellection chez Spinoza est une activité de l'idée vraie et non pas de l'entendement lui-même. L'activité de l'entendement consiste donc non pas tant à produire l'idée vraie qu'à se rendre disponible au dépli de sa pleine activité. C'est donc en tant que donataire que l'entendement doit se rendre disponible au dépli de l'activité de l'idée vraie. Or, cette position du donataire, dont l'activité consiste à savoir se rendre disponible à ce qui se donne afin que le don puisse apparaître comme tel, est exactement la position du donataire dans la phénoménologie de Marion. Il y a don, en effet, parce que le donataire le révèle en le recevant comme tel. En un sens, donc, le sujet est passif, mais en un autre, il est actif, parce que son activité ne consiste qu'en un « se rendre disponible à », et non pas en une construction, ni même en une constitution. Cette brouille de la passivité et de l'activité dans le phénomène du don nous permet d'expliquer le dépli de l'idée vraie dans un entendement fini, sachant se rendre disponible à celle-ci, et se retrouve dans le concept d'anamorphose, dont Marion fait le cœur du surgissement des phénomènes saturés. Ceux-ci, en effet, se révèlent à qui a d'abord su se soumettre à la loi de leur apparition. C'est donc l'anamorphose qui permet de rendre compte de cette brouille, en faisant, tout comme dans le don, du donataire, et non pas du donateur, le révélateur, au sens presque photographique, du don. Nous pouvons donc rendre sa place au don dans la pensée de Spinoza grâce à la conception marionienne d'un don non transcendant et non métaphysique. Jusque-là, les spinozistes avaient envisagé trois possibilités qui les poussaient ou bien à nier l'essentialité du caractère donné de l'idée vraie, ou bien au contraire à penser ce don comme autoproduction et in fine comme autodonation. Mais Marion nous permet de penser une quatrième possibilité, celle d'un don sans donateur, qui n'est ni transcendant ni origine. Un don dont l'essentiel repose sur une reconnaissance du dépli immanent du donné de la part du donataire. Lui seul nous permet de rendre compte d'un entendement dont la seule activité soit de savoir se rendre disponible à l'affirmation interne propre à l'idée. La phénoménologie de Marion est donc ici un principe herméneutique nous permettant de mieux comprendre Spinoza et de le placer hors de la métaphysique sans pour autant renoncer au don. Leur opposition, qui semblait si forte, se résorbe sur un point tout à fait essentiel aux deux auteurs, le don lui-même. Mais ce rapprochement fondamental sur une même conception du don ne saurait se limiter à un simple outil d'interprétation. Puisque le rapprochement frappe au cœur de la pensée de Marion sur le don lui-même, les points de rencontre s'étendent à de nombreux thèmes de la phénoménologie de la donation, et pour ainsi dire, à ses thèmes les plus centraux. Il y a chez Spinoza des intuitions dont Marion lui-même reconnaît qu'elles sont au plus proche de sa pensée. Dans Étant donné, lorsque Marion montre que bien que la donation ne puisse être identifiée à la donnée, il n'y a néanmoins pas de donnée sans donation, la philosophie immanente de Spinoza est immédiatement convoquée à l'appui de cette thèse. Elle permet de penser une donation qui ne soit pas en position de transcendance par rapport aux données, mais qui en soit le simple dépli. Cette position est pensée à partir de la démonstration de la première proposition de la troisième partie de l'éthique,
dans laquelle Spinoza pose une nécessité absolue qui ne provient pas d'une imposition de Dieu à quelque chose qui lui serait extérieur, mais au seul dépli immanent de sa puissance. Spinoza permet donc à Marion de sauver l'immanence du donné à la donation, en posant certes une causalité généralisée, mais toujours déjà pensée à l'aune de la facticité bien plus que de l'effectivité. Nous trouvons là une des raisons pour lesquelles Spinoza refuse probablement les concepts de création, leur préférant celui d'expression. Comme l'a bien montré Deleuze, ce concept permet à Spinoza de maintenir l'immanence de l'effet sur la cause. De la même façon, cette articulation de la donation et du don permet d'expliquer l'utilisation par Spinoza des concepts de natura naturata et natura naturans, afin de mettre à mal la hiérarchie entre un créateur et ses créatures. Or, une fois de plus, cela permet de rendre parfaitement raison de la donation telle que l'envisage Marion, puis pour tous les phénomènes. Je cite Marion. « La donation ne traverse pas transitivement le don, elle y reste à demeure. La donation se découvre comme l'instance par excellence de l'immanence. » Nous comprenons alors l'intérêt de Marion pour la philosophie de Spinoza, puisque, après le don, c'est maintenant la relation essentielle entre la substance, les attributs et les modes qui fait l'objet de son attention. Parce que c'est là que se révèle la structure pleinement immanente du donné à la donation, son pli. Comme le dépli de la substance n'est rien d'autre que l'expression de la puissance de Dieu, le Dieu de Spinoza intéresse au plus haut point Marion, alors que nous aurions pu penser que rien ne le rebute plus, que ce Dieu-là, métaphysique s'il en est, de par sa détermination originaire en tant que causa sui. Mais Marion montre qu'il y a chez Spinoza une tension essentielle dans sa conception de Dieu. En un sens, elle nous renferme dans la métaphysique, mais en un autre, elle nous ouvre le chemin vers un Dieu non métaphysique, pensé selon la causalité immanente bien plus que la causalité transitive, nous permettant ce faisant d'échapper à la causalité efficiente. Grâce à sa conception d'un Dieu immanent dont les effets sont l'expression de son essence, Marion trouve chez Spinoza une possibilité de penser Dieu à l'aune du pli de la donation et donc hors de la métaphysique. Même dans les conceptions les plus métaphysiques de Spinoza, à savoir un Dieu causa sui et une omniprésence de la causalité et de la nécessité, nous trouvons bien, selon Marion, une certaine sortie hors de la métaphysique par le fait que les distinctions tranchées qu'elle nous impose, c'est-à-dire in fine la distinction déridienne s'il en est entre un intérieur et un extérieur, deviennent elles-mêmes impensables. Dans le système immanent de Spinoza, les frontières se brouillent parce que la causalité immanente affole celle entre l'effet et la cause, mais aussi celle entre les substances et les modes, puisque si d'un côté tous les modes sont en Dieu, Dieu est également en toute chose. Enfin, elle remet aussi en cause les frontières de l'individualité, puisque toute chose singulière est à la fois un composé et néanmoins un composant. L'assimilation immanente de Dieu et de la substance spinoziste permet aussi de penser certaines des caractéristiques les plus importantes de la saturation des phénomènes. C'est là le cas pour la détermination de leur mode d'arrivée que Marion nomme arrivage. Les phénomènes saturés n'étant ni prévus ni prévisibles, ils ne se contentent pas de se montrer selon une arrivée dont nous aurions déterminé a priori les conditions d'effectivité. Il y a une certaine contingence de ceux-ci en ce qu'ils se montrent selon leurs propres lois. Or, alors que cette contingence, inscrite dans les phénomènes saturés, devrait éloigner une nouvelle fois Marion de Spinoza, il n'en est rien. Certes, Marion lui-même, dans un premier temps, prend ses distances avec le spinozisme parce que la contingence y relève souvent de l'ignorance du sujet et non d'une non-détermination des phénomènes.
Citant Éthique 1.33 Scoli, il rappelle que, pour Spinoza, la contingence déterminerait moins les phénomènes suivant leur donation que leurs diverses relations à ma finitude. Ce faisant, cette contingence, pour nous, disparaîtrait pour un entendement parfaitement utilisé. Il devrait donc y avoir là encore une brèche incommensurable entre les deux auteurs. Mais comme souvent, sitôt ce texte cité, Marion montre qu'une autre lecture de Spinoza peut au contraire le placer au plus proche du phénomène saturé en pensant une contingence radicale des modes finis. Contingence ne dépendant plus de conditions épistémiques relatives à un sujet, mais étant inscrite dans les modes mêmes. S'appuyant cette fois sur Éthique 1.29, Marion note que la chose est, en tant qu'elle est, autre que soi, intrinsèquement marquée d'extrinsèque, nécessairement affectée de non-nécessité. Or, cela est le cas, écrit-il, chez Spinoza, parce que si Éthique 1.29 pose bien que les modes sont déterminés par la nature divine, cela signifie d'abord que, sans celle-ci, ils seraient demeurés contingents. Mais cela manifeste aussi que cette nécessité, parce qu'efficiente, leur advient de quelque chose qui, sous certains aspects, est différent d'eux-mêmes, c'est-à-dire la substance elle-même. Enfin, cela montre que cette nécessité ne leur devient immanente que pour autant qu'elle se pense comme cause. Ainsi, paradoxalement, la nécessité des modes chez Spinoza est pensée à partir d'une contingence radicale proche de celle qui frappe les phénomènes saturés. Puisque nous sommes passés d'un rapprochement sur Dieu, puis sur la substance, à une proximité quant à la contingence des modes, nous pouvons alors comprendre le dernier point fondamental sur lequel Marion se rapproche de Spinoza. Dans la description des phénomènes saturés, la première consiste à saturer la quantité, et donc à rendre le phénomène invisable. Il est invisable parce qu'il ne peut se soumettre à la synthèse successive des parties dont est formé le phénomène objectal. Le phénomène saturé se donne d'abord dans une synthèse instantanée que nous ne construisons pas par une somme de parties. Or, dans cette description de la synthèse instantanée, Marion donne deux exemples paradigmatiques: l'étonnement chez Descartes et l'admiration chez Spinoza. Toutes deux proviennent d'une manifestation événementielle, c'est-à-dire d'une apparition qui ne peut être reliée à une série causale la précédant. D'où l'effraction qu'elle fait dans le monde de la causalité et l'étonnement, ou l'admiration, qu'elle provoque. À la différence des objets, les phénomènes saturés ne peuvent se prévoir à partir des parties qui les composeraient par une simple sommation. Or, Marion retrouve cette déliaison causale à l'identique dans la définition de l'admiration que propose Spinoza. Je cite: « L'admiration est l'imagination d'une chose en quoi l'esprit reste fixé parce que cette imagination singulière n'est aucunement enchaînée aux autres. Avec le premier phénomène saturé qu'est l'événement, un phénomène advient sans que nous ne puissions le prévoir à l'aide de la connaissance des causes d'autres phénomènes qui le précèdent. » Certes, Marion affirme que Spinoza ne va pas jusqu'à penser un phénomène délié positivement de causalité efficiente, et qu'il demeure donc bien sur ce point dans une pensée de la causalité intramondaine. Mais il fait néanmoins un premier pas vers la pensée du surgissement du phénomène et de sa perception à l'aune de l'arrivage, grâce à une impossibilité de le relier à un ordre intramondain. Bien qu'il demeure dans la pensée du manque et ne s'élève pas jusqu'à la non-détermination positive des phénomènes par excès, ce manque introduit tout de même dans la causalité une première brèche importante qui permet de tracer un chemin hors de la métaphysique et de sa causalité généralisée. Cette absence de causalité pleinement identifiable est d'ailleurs confirmée par la mobilisation d'un horizon infini nécessitant une herméneutique elle-même infinie.
Pour percevoir les phénomènes saturés, il faut donc les laisser se donner dans toute leur démesure, sur une multiplicité d'horizons et non sur un horizon unique que nous leur imposerions. Or, pour Marion, c'est encore le cas de la substance unique chez Spinoza, substance qui se donne bien selon une multiplicité d'attributs ou des attributs infinis. Je sais que c'est une lutte spinoziste chère à Charles Ramond. Donc, pour Marion, c'est encore le cas chez la substance unique chez Spinoza, puisque celle-ci déborde ce que nous pouvons en recevoir. Certains de ces attributs nous étant par définition inaccessibles, la substance se donne toujours déjà sur un horizon infini qui dépasse de beaucoup ce que nous pouvons en recevoir. Ainsi, même dans le cas de la détermination des phénomènes saturés et de l'herméneutique infinie qu'il nous impose, c'est encore Spinoza qui apparaît sous la plume de Marion comme exemple privilégié de description du mode de manifestation des phénomènes saturés. Pour conclure, moins que Descartes, mais nettement plus que Malebranche, qui est pour Marion la figure du métaphysicien radical. Spinoza fait pleinement partie des auteurs avec lesquels Marion est en dialogue dans la construction de sa phénoménologie. Il trouve en lui de nombreuses lignes de fuite hors de la métaphysique qui rejoignent paradoxalement plusieurs thèmes que nous retrouvons dans la description des phénomènes saturés. Tout comme il y a, sous la plume de Marion, de Descartes, Spinoza entretient avec la métaphysique des rapports complexes et ambivalents qui permettent de comprendre son jeu dans les textes de Marion. La place de Spinoza dans l'histoire de la métaphysique a fait l'objet de nombreux débats dans les études spinozistes. D'un côté, Spinoza semble prisonnier de celle-ci, peut-être même un de ses représentants classiques les plus éminents, tant par l'utilisation de tout son champ sémantique que par la reprise de ses problématiques et de ses thèmes les plus importants. Nous comprenons donc qu'il y ait un Spinoza pouvant se donner comme l'adversaire le plus fondamental de Marion, et qu'une partie de ses textes le prennent pour cible. Mais il y a un autre Spinoza, dont la place au sein de la métaphysique est au plus haut point questionnable. Bien que Spinoza ait rédigé des Cogitata Metaphysica, qui vont jusqu'à conserver la distinction entre la métaphysique générale et la métaphysique spéciale, il a de fait construit l'édifice philosophique et ontologique pour lequel il n'y a pas d'au-delà. Nous avons vu avec Marion qu'une lecture non métaphysique de Spinoza est tout à fait envisageable, et ce sur les points les plus fondamentaux de sa doctrine. Un don sans donation transcendante, une certaine contingence ordinaire des modes finis, et un horizon infini sur lequel se donne la substance. Certes, cette fuite hors de la métaphysique n'est pas complète, et nous ne pouvons pas identifier la pensée de Marion avec celle de Spinoza. Toutefois, souvent, Marion et sa phénoménologie de la donation se glissent dans les fractures de la métaphysique ouvertes par Spinoza. Nous avons donc trouvé de nombreux rapprochements possibles entre les deux auteurs. Une substance relevant d'une herméneutique infinie, une certaine indétermination des modes finis, un pli expressif entre la natura naturae et la natura naturata, etc. Toutefois, tous reposent sur une proximité fondamentale quant à la pensée du don. Paradoxalement, ce qui permet à Spinoza de sortir de la métaphysique est précisément le fait de penser un don immanent, se passant de tout donateur transcendant et ne reposant que sur un savoir se rendre possible de la part du donateur. Or, c'est là le cœur de la phénoménologie de la donation de Marion qui fait reposer le don, pour l'essentiel, sur le donateur. Ainsi, ces points de rencontre inattendus entre Marion et Spinoza nous permettent de jeter une lumière nouvelle sur Spinoza en faisant fondamentalement un penseur du don, mais aussi sur Marion en montrant, contrairement aux interprétations traditionnelles, que c'est peut-être autant chez Spinoza que chez Descartes ou que chez Pascal qu'il faut chercher les intuitions fondamentales de la phénoménologie de la donation. Je vous remercie pour votre attention.